Merci à tous d'être là. Avant que je rentre dans le sujet du développement de la médecine dans l'âge de l'IA, juste une question pour l'audience. Qui ici a un background en sciences de la vie? Quelques pourcents. Désolé pour vous, je ne vais pas rentrer dans la biologie sophistiquée. Je vais rester à un niveau high level pour vous montrer les concepts et le développement générique. La discussion sur ce que les drogues font et les produits pharmaceutiques n'est pas nouveau. Ça fait depuis les années 1850 où on pouvait acheter en pharmacie toute une série de drogues et de produits. Beaucoup de choses ont changé depuis ce moment-là et l'implémentation de l'IA joue un rôle important dans ces changements. Pour ça, on va regarder comment le pipeline de développement est conduit. Donc on voit ça dans beaucoup c'est un projet typique. La base de la recherche, c'est ce que vous avez fait au niveau académique. Donc c'est des cycles d'apprentissage des professeurs. C'est la transmission du savoir que vous avez. Ensuite, au-delà de ça, on va commencer la partie découverte. On va se dire qu'on a des protéines qui sont associées avec certaines maladies, donc on va étudier ça. Donc une fois qu'on a identifié des cibles potentielles, on va commencer la validation de ces cibles. Donc on s'assure que ce qui est écrit dans des papiers et des recherches est réel. Donc on prend un certain nombre d'éléments de recherche et de molécules et on les isole et on regarde les effets et on espère avoir le résultat escompté. C'est bien. On a un nombre de molécules sur lesquelles on travaille et on commence à les optimiser. Donc, on les rend plus efficaces pour les sélectionner par rapport à leur énergie pour devenir le précurseur d'une drogue, d'une médecine. Ensuite, on veut tester notre molécule sur différents animaux et on veut voir si on a des effets secondaires. Si on a beaucoup d'effets secondaires, la molécule disparaît, meurt dans sa phase de recherche. Si les effets secondaires sont limités, on passe à l'étape suivante qui est les tests cliniques sur l'humain. On va tester sur des patients et voir si notre concept fonctionne réellement sur la population humaine et si le résultat est bénéfique pour les humains. Si tout ça fonctionne, on va demander aux autorités de régulation d'autoriser la molécule sur le marché. Aux États-Unis, c'est la FDA. En Europe, c'est l'EMA. Et ils vont demander toutes vos données. Ils vont vous demander peut-être plus de recherche et plus d'informations. Et si vous réussissez, vous pouvez mettre votre molécule sur le marché. Et ce qui amène la phase 4. Donc, la drogue est sur le marché, le médicament est sur le marché. Et la molécule, ensuite, est sous surveillance pour fonctionner. Comment ça fonctionne? Il faut bien sûr que le docteur prescrive ce médicament à des patients et on vérifie bien sûr, on contrôle bien les effets secondaires possibles et on va ensuite filtrer que certaines personnes avec certaines conditions ne puissent pas avoir telle prescription. Voilà le pipeline de développement d'un médicament en vue d'ensemble. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué et complexe et ça prend énormément de temps. Donc toute la partie découverte de la molécule prend 3 à 5 ans, la partie test préclinique 1 à 2 ans, la partie test clinique 5 à 7 ans, la régulation par les autorités 1 à 2 ans. Tout ça, c'est des données d'ensemble, mais ça peut prendre plus ou moins de temps selon les éléments à développer. Le succès est très limité aussi. On en a à peu près 10 000 au début du process et un seul qui va vraiment atterrir sur le marché. Donc, en
Vu d'ensemble, on a 11 à 15 ans de développement et le coût par molécule est d'à peu près plus de 2 milliards de dollars. Donc, ça coûte énormément d'argent de développer une nouvelle molécule. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si risqué et pourquoi est-ce si cher? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le vide translationnel. On a le niveau de savoir académique et on a l'industrie, et entre les deux, on a la raison pour laquelle les prix sont très élevés. C'est parce qu'on a 90% des molécules qui ne verront jamais le jour. La raison pour cette vallée de la mort est assez simple. La première chose, c'est que le savoir académique, le problème du savoir académique en général. On en a parlé de la partie, la crise en sciences, la réplication de la crise en sciences. On a quelques exemples dans la recherche contre le cancer. On a le Centre de sciences ouvertes qui regarde comment le savoir académique peut être utilisé dans la recherche. On a donc à peu près 200 recherches qui sont dans différents papiers, différentes recherches, et certains ont pu terminer. La plupart n'ont pas réussi à terminer. C'est peut-être la moitié uniquement qui ont eu du succès. Et la plupart n'ont pas été aussi efficaces qu'escompté. Donc c'est voilà ce qui peut se passer quand vous investissez des milliards et vous savez jamais l'aventure dans laquelle vous vous lancez. Donc l'industrie pharmaceutique a aussi regardé les recherches contre le cancer. Seulement un quart ont pu être reproduits dans les tests. Et le Amgen, une autre société, a pu reproduire que 11% des études. Ce que j'aime bien dans l'étude de Amgen, ils ont fait un tableau qu'on voit ici. Et même si certaines études n'ont pas pu être reproduites, même si les résultats sont positifs, on les ajoute et ça crée bien sûr des données additionnelles qui sont cataloguées, ce qui est bien sûr très faible pour le développement. Donc, quand on se demande est-ce que ça peut être une bonne drogue, mais une bonne molécule, on passe bien sûr tous ces problèmes-là. Non. La validation ne dépend pas du fait que ce soit bien ou bien. Donc voilà la vision un des problèmes de la communauté scientifique. L'autre problème, c'est les aspects techniques et expérimentaux de ce vide translationnel. Le problème, c'est que la biologie ne fait pas toujours ce qu'on espère qu'elle va faire. Donc on a d'abord les cellules qui ont été extraites peut-être depuis des décennies et quel est leur rapport par rapport à l'humain? Peu, probablement, mais c'est le genre de cellules qu'on a. Ensuite, on a des animaux qui sont aussi différents des humains et le modèle animal a aussi ses limitations. L'injection d'une molécule à un animal, par exemple une souris, on peut lui injecter une molécule directement dans les cellules du cerveau, ce qu'on ne peut pas faire chez un homme. On peut, par exemple, lui injecter directement derrière l'œil, mais c'est très compliqué pour les humains. Donc, historiquement, on a beaucoup de données sur les tests cliniques, mais c'est souvent des hommes mâles caucasiens, donc très peu de représentation des autres communautés. L'autre problème des tests cliniques, c'est comme on ne regarde pas forcément ce qui se passe au niveau génétique et au niveau moléculaire. Donc on est pilote un peu à l'aveugle et c'est ce qui va
être problématique au niveau de la sélection des patients. On a par exemple des patients qui font partie du groupe A, B ou C, mais la molécule fonctionne uniquement que sur les personnes du groupe A. Personnes du groupe B et C, on n'aura pas de fonctionnement, donc le test clinique ne fonctionnera pas. Mais si on avait sélectionné uniquement les personnes du groupe A, peut-être que le test clinique aurait fonctionné et la molécule aurait été approuvée. Donc comment est-ce que l'IA peut nous aider et dans la partie découverte d'une molécule? Donc il y a beaucoup de choses que l'IA ne peut pas résoudre, par exemple la partie savoir, mais il y a beaucoup de process qu'elle peut améliorer. Par exemple ici, on peut avoir une meilleure recherche des modèles in vitro pour les données, on peut avoir des meilleurs modèles et du meilleur modelage et plus de données. Donc on peut aussi avoir des nouvelles méthodes d'ingestion des molécules qui nous permettraient d'avoir plus de données et un meilleur modelage, meilleur recrutement des personnes. Mais comme on voit ici, c'est la data qu'on retrouve dans tous les éléments. C'est le fondement de l'IA. Si vous me demandez, la question a été posée par rapport à la partie biotech et academia. Comment est-ce que l'IA est utilisée dans l'industrie des biotechnologies et de la pharmaceutique? Donc, on voit que on a une grande partie qui est utilisée pour la partie test. Certains ont répondu que c'était une partie de la stratégie et certains très peu ont répondu que ça pouvait avoir un usage bénéfique. Donc, avant que l'IA prenne le contrôle, on a encore de la marge. L'IA est déjà impliquée dans beaucoup de workflows, par exemple AlphaFold. Ça a été présenté pas au dernier congrès, mais celui d'avant, qui permet de prédire la structure protéinique. Donc, par exemple, si on a une analyse de protéines et qu'on n'arrive pas à reconnaître, mais on peut, grâce à des modèles, on peut permettre de prioriser le type d'expérience pour gérer l'efficacité des molécules. Par exemple, pour la recherche contre le cancer, on peut observer, on peut simuler l'effet potentiel et si je le faisais moi-même, il faudrait que je récupère les tissus, que je fasse le test et c'est énormément de travail avec des personnes qui doivent être sur le microscope régulièrement et checker des cases. Et si on peut tout automatiser, toute l'analyse d'images et bien sûr, ça prendrait beaucoup de temps d'un chercheur qui serait derrière un microscope et on peut l'automatiser. L'autre chose sur la droite, c'est comment optimiser vos molécules. Il y avait un article du CAS, qui est de la Société américaine de recherche, qui a regardé des différents schémas de molécules dans les essais cliniques. Leur conclusion était que c'était OK, c'est pas si excitant, mais c'est en train de se produire et l'IA nous aide déjà à optimiser certaines molécules et à les transformer en médicaments. La conclusion, ici, comme on le voit, il y a certaines applications de l'IA dans la recherche qui permettent d'améliorer les workflows, d'améliorer l'efficacité et la reconnaissance de protéines. Super. Pour l'instant, on n'a pas d'impact sur les emplois. Surtout si c'est la partie recherche et développement. Si l'IA arrive à répondre à 1000 questions là où un humain peut répondre à 10, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir. En disant ça, moi, j'ai regardé une société Silicon Medicine qui a designé des molécules de synthèse en utilisant l'IA du début à la fin. Ils ont pu commencer au niveau du début jusqu'à
cette étape-là en 2 ans et demi, ce qui est 2 à 3 fois plus rapide qu'en utilisant les méthodes conventionnelles. Ils ont même été capables de terminer la phase 2 des tests cliniques. Donc on voit ici qu'on peut accélérer cette pipeline, mais il y aura 100 sociétés qui vont travailler sur l'IA, 99 vont faillir et une va peut-être entendre parler d'elle. Ici, ce sont des valeurs médianes. Pour certaines molécules, ça peut aller beaucoup plus vite, pour d'autres, beaucoup moins vite. C'est compliqué toujours de mettre ce cas d'usage dans notre pipeline, mais tout le monde regarde parce que c'est un cas d'usage qui montre comment l'IA peut aider à optimiser notre pipeline de développement de molécules. Peu importe ce que vous faites, quand il s'agit de l'IA, il faut une base solide de données. La donnée est clé, je pense que je vous raconte rien, vous le savez. La bonne donnée, c'est des données qui sont compréhensives, qui sont triées et qui sont reproductibles, etc. Si vous prenez des données biométriques, c'est un peu complexe parce qu'il faut récupérer les données d'organismes vivants, de patients, parfois de différents pays, de différentes cliniques, de différents éléments et peut-être qu'on ne pourra pas comparer la donnée d'une manière simple parce que pour pouvoir la comparer, il faut que vous ayez les mêmes détails et la même manière de collecter les données. Donc la donnée doit être triée et filtrée par rapport aux informations qui nous intéressent. Il faut également tracer tous les éléments qui nous intéressent et ça peut être très coûteux. Les petits instituts de recherche n'ont pas le personnel pour pouvoir faire ce triage des données. Donc, on le reverra plutôt dans les grandes initiatives et les grandes corporations où ils ont les ressources pour pouvoir récupérer cette donnée. Cette donnée est chère et si vous avez des bases de données avec toutes ces données. Pour avoir accès, ça peut être compliqué. Donc, la plupart des grosses sociétés ont accès à ces données et les collectent déjà depuis des décennies. Donc, toute cette donnée qui est stockée, récupérée dans l'industrie, avec une traçabilité et beaucoup plus de standards que ce qu'on a au niveau académique. Ils ont des données qui parfois ne sont pas en accord avec les autorités, mais et ils ont les informations des expériences cliniques qui n'ont pas abouti, ce qui n'a jamais été partagé, donc ils peuvent utiliser pour améliorer leurs données. Donc ils ont énormément de données in-house qui sont leurs datasets propriétaires. Donc il faut trouver des moyens de pousser ces nouvelles molécules le plus rapidement possible. Donc s'il y a de la valeur dans cette donnée, en général, on voit des sociétés qui voient qu'il y a de la valeur à extraire de ça. Ça, c'est le problème aux US, mais c'est le problème aussi en Allemagne. Et on voit les cyberattaques se produisent quand c'est des entreprises pharmaceutiques et on voit que ça peut être très très cher, mais on voit les problèmes pendant la pandémie de Covid-19 et les données cliniques sont très importantes et elles doivent vraiment être protégées des cyberattaques car ça peut être très problématique. La sécurité cyber n'est pas un nouveau trend, même dans le domaine de la découverte de molécules, mais j'aimerais vous faire un focus sur un élément, c'est la partie personnalisation ou précision de la médecine. Donc, par exemple, si on a un médicament pour la
pression artérielle, on a une molécule qui va fonctionner sur nous. Et on le voit, par exemple, une molécule fonctionne sur une personne, mais pas sur une autre. Les personnes répondent de manière différente à une molécule particulière. Si on le sait, on peut créer différents groupes avec un groupe qui prendrait une certaine dose, un autre groupe qui prendrait une autre dose et un autre groupe qui prendrait une autre molécule. C'est bien. Et ça nous permettrait de voir le nombre d'effets secondaires par rapport à des groupes. Donc on va prendre en considération le fait qu'on ait un patrimoine génétique unique et chacun doit être traité de manière spéciale pour avoir le plus d'effets possible de notre médicament. Mais bien sûr, ça vient avec des pour et des contre. La bonne chose, c'est que la médecine de précision va vous permettre d'éviter d'avoir une médecine générique où on aura forcément des personnes qui n'auront aucun effet et d'autres qui auront des effets secondaires. La médecine personnalisée va permettre d'avoir l'effet escompté pour tous les individus qui prendront leurs médicaments. Ce que je pense est bon pour les patients, puisqu'ils vont pouvoir recevoir le meilleur traitement possible. L'effet contre, c'est si on pousse un peu la méthode, on voit que on tombe sur les effets les problèmes de la thérapie génique qui vont surtout cibler des maladies rares où on n'a pas de médicaments disponibles. C'est en général une thérapie qui coûte entre 2 et 4 millions. Les personnes qui ont ces maladies, il n'y a pas d'autres médicaments que ce type de thérapie. Donc pour eux, la thérapie génique, c'est un changement, ça leur sauve la vie, pour toujours. Mais on a toujours des problèmes. On a le problème LenMelD ou LibMelD aux États-Unis qui a généré 12,7 millions de dollars en 2023 et 22 millions en 2024 en Europe. C'est peut-être 6-7 personnes dans la population. Très peu de personnes l'ont. Donc, ce traitement fait vraiment la différence. Mais c'est des traitements très, très difficiles. Il faut des docteurs spécifiques, des centres spécifiques, des infrastructures spécifiques et de l'accompagnement spécifique. Donc, d'où le coût. Et si le coût rentre en question, qui couvre ce coût? Si vous êtes dans un environnement, on a le problème éthique, mais les assurances sont souvent, ne couvrent souvent pas. Donc, et on a la question éthique. Donc, quelle maladie devrait être traitée par la thérapie génique? Et qui a le droit d'avoir ce traitement? Est-ce que c'est le régime, la société qui dicte ça, ou est-ce que c'est l'argent? C'est sur ce point-là qu'on n'a pas de réponse pour le moment, mais il faudra le répondre un jour ou l'autre. La thérapie génique va se diversifier, donc cette question va devoir être répondue. Il y a un autre développement sur lequel j'aimerais faire un focus. J'ai appelé ça la fin du Power Cycle parce que ça s'aligne bien avec le thème du congrès. On a ici notre pipeline. On a vu que c'était cher et que ça prenait beaucoup de temps. Pour une entreprise pharmaceutique, vous avez besoin d'un revenu spécifique pour pouvoir financer ce genre de pipeline. Et ici, on a les différentes molécules blockbuster, pas comme le film, mais c'est des médicaments qui dépassent le milliard de dollars de revenus. Et ici, le top 10 de la dernière année, elles font entre 10 et 30 milliards.
Donc, Stellara, c'est une dizaine et Keytruda, c'est presque 30. C'est la partie essentielle de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir financer la recherche sur les nouvelles molécules. Pourquoi est-ce possible de gagner autant d'argent? La première chose, c'est la protection des brevets. Ozempic, par exemple, c'est le numéro 3 ici dans notre liste. Ça fait longtemps qu'il est allé sur le marché, mais commence à avoir un réel effet. Ozempic, c'est un traitement contre le diabète, c'est un stylo. Et aux États-Unis, on l'achète pour $1,000, en Allemagne pour 60. Je ne vais pas rentrer dans le sujet des différences de prix, mais le but n'est pas d'adresser ça ici. Mais l'autre partie, c'est Wegovy, c'est le traitement contre l'obésité. C'est la même chose, c'est un stylo avec une injection de semaglutide. C'est la même chose que l'Ozempic, mais ça coûte plus cher. Donc, on a des coûts différents. Pourquoi? Différentes discussions. Il y a eu une étude l'an dernier où ils ont essayé de rechercher le coût de production. Le groupe qui a fait la recherche a vu que c'était entre 1 et $5. Donc on voit qu'il y a une marge de profit qui est assez importante pour être prudent entre le coût de fabrication et le coût de vente. Donc on a des marges importantes et ça fonctionne uniquement parce qu'on a la protection des brevets. Ici on a un exemple d'il y a quelques années avec Pfizer Lipitor pour réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Elle rapportait énormément d'argent jusqu'en 2012 où le brevet a expiré. C'est la durée normale après 20 ans. Et on a une drogue qui a perdu 80% après très peu de temps parce que l'exclusivité de ce brevet a expiré. Donc les clients qui peuvent avoir la molécule pour la moitié ou un quart du prix vont forcément impacter les revenus d'une entreprise. Donc c'est un problème pour une entreprise pour un laboratoire qui a uniquement 1 à 2 blockbusters, leur source de revenus pourrait arriver à expiration. Cette chute des brevets, on a à peu près une vingtaine de ces blockbusters qui vont perdre leur exclusivité en 2030. Le plus grand cliff, la plus grande chute des brevets de l'histoire de l'industrie pharmaceutique, qui correspond à peu près à 230 milliards de dollars. C'est à peu près 20% de l'intégralité des prescriptions de médicaments. Ou en Allemagne, c'est ce qu'on appelle le Doppelwurm, l'investissement contre la crise énergétique. Avec ce développement, on a des situations intéressantes dans l'industrie pharmaceutique. D'un côté, on a cette chute, cette falaise des brevets, donc plus de drogues, de molécules génériques qui vont nous permettre de traiter plus de patients. Et si vous voulez vraiment sortir une drogue blockbuster, il faut vraiment que ce soit un premium et que ça fonctionne vraiment de manière complètement différente et beaucoup mieux. Donc, et ensuite, on a la partie précision et personnalisation. Donc, les traitements deviennent plus compliqués. Comment est-ce que cela fonctionne avec nos drogues blockbuster? C'est compliqué. Et d'un autre côté, les entreprises pharmaceutiques de grande taille qui ont des données qu'ils ont collectées depuis des décennies, qui sont souvent en bon état, accessibles, et on espère vraiment, ou elles espèrent vraiment pouvoir utiliser l'IA pour identifier les endroits où leurs coûts peuvent être réduits et accélérer la mise sur le marché de nouvelles molécules
Si je mets tout ça ensemble, on pense que l'IA est en train de faire une disruption du marché. Je pense que dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas le cas, et c'est vraiment nécessaire pour le développement. L'IA va permettre d'avoir beaucoup plus de précision, de médecine de précision, mais bien sûr, on a beaucoup de prises en charge qui peuvent être bien améliorées, mais la question c'est dans quelles conditions l'accessibilité à certains traitements, bien sûr le consentement, mais est-ce que c'est l'argent? Et ça, c'est des grandes questions sur le risque et les incertitudes qui sont liées à ces développements de médecine de précision. Je pense que c'est des questions importantes, ça vous donne des idées, et c'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup, et je vais prendre des questions. Thank you very much. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. S'il vous plaît, allez au micro dans le hall. Please at the microphones in the hall. Prenez les micros. Micro numéro 1. Hey, merci. Super intéressant ta session de pipeline. Est-ce que tu peux me donner des exemples sur le type de données qui rentrent dans ces modèles de données et comment ils sont utilisés, quels sont les outputs dans l'étude médicale? Est-ce que tu avais quelques exemples? Plus ou moins de tout, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Je ne vais pas retourner en arrière, mais par exemple, vous avez vu les données analysées par un microscope. Donc on a un dataset très limité, c'est une donnée du microscope. Si on peut aller dans des sociétés plus importantes, les informations peuvent être de la littérature académique, des applications de tests, tout ce qui est données d'expérience clinique, ou des données internes sur la compétition. Plus on a de données, plus on peut être précis dans la recherche. Le problème en général, c'est l'accès. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des données de qualité? Et c'est essentiellement c'est ce qu'on a. Et une question d'Internet. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des LLM pour améliorer les tests faits par les médecins pour les prescriptions? Oui, on peut tout utiliser. Oui, avec un grand point d'interrogation. Je ne pense pas qu'on y soit encore, mais sur l'application clinique, il faut comprendre la maladie et les symptômes généraux. C'est important de prendre un maximum d'informations dans le contexte. C'est difficile pour un docteur, mais c'est aussi l'idée que si vous avez des données sur l'historique du patient et les différentes molécules qui ont eu plus ou moins de succès chez le patient, on peut pointer dans la bonne direction. Je pense que l'idée est là. Ça peut être un avantage, mais je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc, peut-être qu'on reposera la question dans 10 ans et on verra. Merci. Merci pour les questions et les réponses. Merci. Micro 6. Oui. Est-ce que tu penses que l'utilisation de l'IA va permettre à des petites et moyennes entreprises de mieux accéder au marché de l'industrie pharmaceutique? Oui, tout à fait. J'ai pas besoin de revenir tout en arrière. Enfin, si, je vais revenir en arrière. Par exemple, sur l'exemple ici de
Je pense que cette société ici, c'était une petite société et ils ont utilisé le modèle d'IA qu'ils avaient pour avancer entre l'identification et la phase 2 des essais cliniques en utilisant des modèles. Donc ça peut arriver et ça peut aider des entreprises de petite taille à accélérer leur pipeline à moindre coût. La question, c'est la plupart du temps, les sociétés qui vont vraiment avoir des idées et qui vont être innovatives à ce niveau-là vont être rachetées. Donc, oui, c'est un gros avantage, je pense, pour des petites sociétés. Thanks for the answer. The next question comes from the microphone 4. Merci pour la session, c'était très intéressant. Tu as mentionné une chose, que les données médicales peuvent être biaisées, les hommes blancs, caucasiens, par exemple. Et c'est connu aussi que l'IA rajoute des biais à ce niveau-là. Et comment on peut contrer tout ça? Très bonne question. Je ne sais pas si je connais la réponse à ça. Surtout les données historiques ont des biais. Donc je ne sais pas si on peut faire ça à moins qu'on fixe l'IA. Et je ne sais pas comment ça fonctionnerait. On a des essais cliniques beaucoup plus modernes maintenant, avec des modèles de recrutement beaucoup plus avancés et plus modernes. Et si on arrivait à trouver un juste milieu entre les données générées par les modèles anciens et peut-être les agréger avec les données modernes et des essais cliniques modernes, peut-être qu'on pourrait limiter les biais. Mais ça prendra du temps. Et aujourd'hui, il faut être au courant qu'on a ces problèmes-là. Et pas uniquement pour la diversité, mais tout ce qui est biologie aussi. On a des modèles de cellules qui sont, par exemple, des animaux qui ne sont pas le reflet de notre molécule. Donc c'est là où voilà, l'IA peut nous aider. Thank you. Microphone 5, please. Thank you for the talk. What do you think about Evericure, for example? Qu'est-ce que vous pensez de Evericure, qui a essayé de recycler des molécules existantes pour d'autres maladies? What's the name again of the company? Evericure. I'm not sure if I heard about them. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu parler de cette société. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule, mais j'ai l'impression que beaucoup de sociétés essayent d'aller dans la même direction. Donc utiliser une molécule qui va être appliquée à d'autres maladies. Pour un développeur de molécules, c'est une bonne chose, puisque ça permet de travailler sur le développement d'une seule molécule plutôt que d'en développer une nouvelle pour différents patients. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls, beaucoup de personnes le font. Si vous voulez développer une molécule pour une maladie rare, on a la possibilité d'améliorer les essais cliniques et de les optimiser. Mais du coup, ça peut devenir moins cher très rapidement. We have another question from the internet. Que penses-tu de l'utilisation de l'IA pour simuler des cellules complètes et l'interaction avec les protéines? Je pense que c'est cool. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. L'IA est très sympa, mais le problème, c'est les données. Et la cellule est un peu une boîte noire. On en connaît un peu, mais on connaît l'interaction entre les protéines, les lipides. Mais il y a beaucoup d'autres parts de la cellule qui est encore inconnue. Je ne sais pas le nombre d'inconnus qu'on peut rajouter dans les procédures.
mais on a un point de vue qui est très limité de tout ce qui se passe dans la cellule au moment de l'interaction avec les protéines. Donc, c'est une idée cool, mais je pense qu'en application, c'est pas réaliste. Merci. Question du microphone 3. Oui, merci. J'ai une question sur la reproductibilité de l'étude que vous avez mentionnée. Comment est-ce possible qu'on ait si peu de reproductibilité? Est-ce que tu as des données là-dessus? Le taux de reproductibilité. Oh, il y a beaucoup de raisons. On travaille avec des matériaux biologiques. On a beaucoup de choses qui se produisent dont on n'est pas au courant. En faisant des cultures de cellules, les cellules se modifient, se transforment de manière un peu inconnue et parfois vous allez avoir un résultat différent. On essaye de faire au mieux pour suivre reproduire les tests, mais parfois on a aussi le système d'aération, on a beaucoup de petits éléments qu'on ne peut pas contrôler. La faisabilité technique d'un étudiant en PhD, en doctorat, par rapport à un technicien de labo, on a des différences sur la publication et on peut avoir énormément de données négatives également qui peuvent rentrer en compte. Ça, c'est juste quelques éléments qui me viennent en tête. Question micro 1. Merci pour la session. J'ai une question sur ton opinion sur l'effet des essais cliniques par rapport à la durée des essais cliniques sur le médicament. Et pourquoi qu'est-ce qui a pu engendrer tous ces délais? Quelle est ton opinion pour où l'IA aurait pu nous aider à être plus efficace sur les essais cliniques, les rendre plus efficaces? Bonne question. Je sais qu'il y a pas mal de développement pour certains anticorps. Pour la FDA, par exemple, on n'a plus besoin de faire d'essais cliniques sur les animaux. On peut utiliser des informations toxicologiques sur des études antérieures. C'est une des choses qui arrive. Certaines choses peuvent être reproduites sur les tests cliniques humains également. On a des groupes de patients qui sont de plus en plus petits et on a peut-être des groupes de patients qui sont de plus en plus petits. Et c'est impossible d'avoir 10 000 patients volontaires d'un coup. Donc parfois, pour certaines molécules, on va devoir créer des sets plus réduits d'individus pour pouvoir réaliser le test en plusieurs phases. Dernière question, micro 4. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des protocoles ou de la standardisation sur l'utilisation de l'IA dans les tests cliniques? Comment faire une étude à l'aveugle en utilisant l'IA? From based datasets. Parce que les résultats de base ne peuvent pas venir de datasets de base. Any effort to develop protocol or standardization to abort based results or to perform a blind study? It's probably a little bit out of my comfort zone. Je suis un peu en dehors de ma zone de confort. Je suis assez certain que les autorités sont au courant et donc qu'elles vont faire des considérations adéquates pour savoir si
on a un impact sur les tests cliniques. Je pense que le protocole est très standardisé. Et quel est le dataset, quel est le set de training et on veut avoir... je ne suis pas vraiment au courant s'il y a vraiment un framework, mais peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je suis sûr que c'est un process en développement. Merci pour cette session et merci beaucoup d'avoir suivi cette traduction en langue française. C'était ironique. Vous pouvez nous retrouver et nous donner vos feedbacks sur c3lingo@chaos.social. Merci et bon congrès à tous. Okay, thank you and a big applause for Dennis.